Europe 1 vous ouvre son antenne du lundi au jeudi de 23h à 1h afin que vous puissiez parler de vous, de votre vie, nous confier votre état d'esprit du moment et partager vos expériences avec d'autres auditeurs. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis comme chaque soir par Julie et Asiba sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et si un témoignage vous touche, si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez apporter votre soutien à un auditeur, vous pouvez à tout moment composer le 39 21 pour dialoguer avec nous en direct à l'antenne. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors justement, hier soir, en toute fin d'émission, Marie-Paul nous avait appelé parce qu'elle était un petit peu ennuyée. Elle avait, elle nous parlait d'un collier qui avait disparu. Enfin, elle pensait que c'était sa petite voisine de 10 ans qui lui aurait dérobé. Et ça se serait passé pendant l'été. Et donc cet enfant de 10 ans, à un moment, en avait parlé en disant que sa tata aimait beaucoup les colliers. Marie-Paul avait dit, justement, j'en ai un qui a disparu et ça me rend assez malheureuse. Et à ce moment-là, la petite fille avait dit, c'est peut-être Ficelle, le chien donc de Marie-Paul, qui l'a pris. Bon, et Marie-Paul ne savait pas trop comment réagir. C'était d'autant plus compliqué que le temps s'était écoulé. Alors, j'ai reçu un mail intéressant, je trouvais dans l'analyse qui était faite, qui disait concernant le vol du collier de cette petite fille, il me semble qu'un objet est avant tout un support d'échange et de lien. Il est possible d'émettre l'hypothèse que cette petite fille a voulu emporter quelque chose de sa grande amie, justement parce qu'il était investi affectivement par cette dernière, et que le donner, entre guillemets, ce qui est probable à sa tante, était une façon de relier affectivement ces deux femmes, sans doute référence affective pour elle. Un collier est une chaîne, particulièrement apte à relier, et dire « ma tante aime les colliers » était sans doute une façon inconsciente de dire à son amie le sens de ce petit larcin. J'imagine qu'elle ne vient plus car elle doit quand même en avoir honte, se sentir coupable, mais que c'est plus par l'allusif et le symbolique, à travers des échanges directs avec elle, que la question peut être résolue. Poser l'interdit bien sûr, mais en comprenant ses enjeux affectifs d'enfant. Voilà, parce que Marie-Paul se disait, faut-il envisager d'aller en parler à son enseignant. Alors, moi j'avais répondu que je ne voyais pas très bien ce que allait faire l'enseignant dans cette histoire. C'était d'autant plus problématique parce que après on ne sait jamais, l'enseignant n'a pas à être mêlé à ça. C'est vrai qu'après on peut coller des étiquettes dans le dos des enfants. C'est vrai que, malheureusement on sentait qu'il n'y avait pas d'échange avec les parents de l'enfant, sinon ça aurait pu être abordé
au conditionnel, toujours au conditionnel avec les parents de l'enfant. Hein. Après tout, il n'y a pas non plus de... il faut jamais, je le disais hier en toute fin d'émission, accuser sans preuve, pour qu'il puisse y avoir un dialogue avec l'enfant, parce que c'est dommage que cet échange soit rompu, étant donné qu'il y avait une relation affective importante entre cet enfant et Marie-Paul, et que cette petite fille doit certainement, si elle est à l'origine de tout cela, se sentir coupable. Merci en tout cas pour cette réaction que je trouve très intéressante. Allez, on va accueillir maintenant Clarisse. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Clarisse. Merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie, je suis là pour ça. Je suis un peu stressée, mais bon. Alors je vais vous aider. Vous êtes actuellement en prépa orthophoniste. Oui, c'est ça. Et alors vous avez des problèmes un peu relationnels avec vos sœurs. Il faut dire que vous avez 2 sœurs et vous êtes triplés. Oui. Hein? Donc, c'est une histoire particulière en fait. C'est un peu compliqué à expliquer. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et et bon, si je peux résumer les choses. Oui. J'ai eu beaucoup de mal pendant ma scolarité à me faire des amis. Oui. Parce que donc j'ai pendant longtemps eu une peur des autres assez prononcée. Et en fait, donc j'avais beaucoup d'angoisse. Je faisais des crises de panique aussi à certains moments. Et donc j'évitais les situations sociales, surtout quand j'étais à la fac en fait. À la fac plus qu'à l'école primaire ou au collège ou au lycée? En fait, au lycée, ça a commencé au lycée. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée toujours dans la même classe que mes sœurs. Donc, ça n'a pas aidé à nous séparer. En effet. Et il se trouve que maintenant, bon, ça fait quand même depuis 2006 là, que je suis toute seule dans la même ville, en fait. Donc, bon, c'est pas le problème. Le problème en soi, moi, j'ai envie d'aller vers les autres. C'est pas le problème de la volonté. C'est vraiment... En fait, je me pose beaucoup de questions parce que je suis pas habituée à fréquenter les gens, en fait. Et que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire que vous formiez votre groupe, c'est de se limiter à vos sœurs? Pendant longtemps, ouais. Enfin, j'avais des copines, mais des copines communes au lycée. Votre univers, c'est ça, se limiter à vos sœurs et les amis de vos sœurs. Voilà. Ouais. Et donc, pourtant, j'ai choisi un métier quand même qui est très axé vers la communication. Et comment? Et voilà, j'aime la communication en fait. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que je suis timide et voilà. Mais voilà, donc en fait, je suis sous antidépresseur parce que sans ça, j'arriverais pas à aller vers les autres. Sous neuroleptique, parce que j'ai des angoisses j'ai eu des anxiolytiques pendant longtemps, ça n'a rien fait. C'est plus par rapport à vos attaques de panique, j'imagine. Oui. Que ça vous a été prescrit. Oui. Et donc j'ai un psychiatre qui me suit, qui est assez bien, une psychologue aussi. D'accord. Il y a ces médicaments et parallèlement à ça, vous pouvez aussi parler de vos difficultés, à aller vers les autres. Ah oui. Bon. Et donc, depuis combien de temps êtes-vous suivie comme ça en fait, ma psychologue, ça fait depuis que je suis à la fac, donc depuis 2006. D'accord. J'ai un suivi particulier avec elle parce qu'elle fonctionne de manière assez particulière. C'est-à-dire en fait, elle fait des séances et puis à côté, on peut l'appeler. Donc moi, je l'appelle souvent, c'est vrai. Et donc, mon psychiatre, ça fait depuis 1 an que je le vois. Donc, j'ai fait une dépression en terminant ma fac, en fait. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu des antidépresseurs et que j'ai commencé à vouloir changer d'orientation. Et voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais... Par rapport... ça a commencé quand vous avez été séparés de vos sœurs. De quoi? Vos crises d'angoisse. Quand vous vous êtes retrouvés à la fac et que vous avez été seule. Oui.
Jusque-là, vous aviez vos sœurs qui vous servaient un peu de protection. Oui, et c'est vrai que ma psychologue et mon psychiatre m'ont dit que mes angoisses, c'était des angoisses d'abandon. Donc je pensais que c'était par rapport à mes parents. Je savais pas trop, et c'est vrai que je suis très liée à mes parents aussi, même si je rentre très peu chez moi en ce moment. Mais il faut que je les appelle très souvent, quoi. Donc je suis restée aussi assez longtemps à la maison parce que j'ai suivi des cours par correspondance l'année dernière. Donc ça m'a pas aidée. Et voilà, donc bon, pour l'instant, mes résultats sont pas négatifs au niveau des autres, quoi. Parce que bon, surtout aujourd'hui, là déjà, j'ai pas mal parlé. Enfin, ça se passe bien, relativement bien avec mes camarades, mais à terme, je sais pas du tout vers quoi je vais, quoi. Alors, il est clair que la place que vous avez occupée dans votre famille joue beaucoup dans votre difficulté à vous faire des amis. Le fait d'être triplé, hein, c'est compliqué déjà de dire je suis triplé. Enfin, vous l'avez pas dit, hein, vous d'ailleurs. C'est moi qui le dis pour vous. Bon, souvent, c'est compliqué de ne pas être vu. Dans les faits, vous êtes unique, malgré tout. Oui. Pour autant. Mais ça pose quand même le problème d'être considéré comme une personne unique. Et notamment au regard de vos parents. D'arriver à exister par vous-même. En fait, ma psychologue, elle m'a toujours dit que le problème qu'il y avait... Pour elle, en fait, mes problèmes sont liés à l'éducation de mes parents. Moi, je sais pas trop quoi en penser parce que j'essaye un peu de prendre du recul. Parce que je me suis beaucoup disputée avec mes parents par rapport à ça. C'est-à-dire par rapport à l'éducation En fait, qu'ils étaient trop stricts. Et du coup, que ça ait généré un peu toutes ces angoisses, le fait que je me sentais peut-être un peu écrasée par eux, ils sont un peu envahissants, je sais pas, c'est ce genre de choses. Et voilà, le fait que je sois un petit peu dépendante d'eux aussi, quoi. Donc... Alors, en même temps, c'est vrai que quand il vous parle d'angoisse d'abandon, pour investir la vie sociale les autres, il faut intégrer l'idée que grandir, ça signifie quitter un peu ses parents. Oui, mais alors vous l'avez fait de façon physique, mais pas forcément dans votre tête. Oui, c'est possible, oui. Vous êtes partie, mais si j'ai bien compris, hein. Oui, ça fait longtemps que je suis. Oui, ça fait longtemps. Je suis capable de vivre toute seule dans une ville. Voilà, quoi. C'est pas le problème. Oui, vous l'avez fait, ce qui est d'autres auraient pu ne pas le faire. Et vos sœurs, elles sont où d'ailleurs? En fait, là, il y en a une qui est chez moi, mais. Elle vit chez vous? Non, elle vit pas chez moi, elle est de passage. D'accord. En fait, on a toutes les trois des vies différentes. Il y en a une qui est encore à la maison parce qu'elle cherche du travail, là. Mais elle va repartir bientôt, je sais pas, dans l'ouest de la France, là. Oui. Et puis l'autre, elle a trouvé un travail sur Deauville, là. Donc, elle va repartir sur Deauville bientôt. D'accord. Elle, vous avez le sentiment qu'elles n'ont pas ces difficultés-là? On n'a pas les mêmes difficultés. On a des difficultés, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes? Non. D'accord. Et c'est ça qui contribue à me faire penser que l'éducation de mes parents a quand même des conséquences. Après, je reste... je veux pas trop les culpabiliser parce que c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à dire que c'est de leur faute. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de donner du sens et de comprendre. C'est aussi comprendre pourquoi vous avez du mal à aller vers les autres, à être aussi isolé alors que vous en avez le désir. Donc c'est remonter le fil de votre histoire, Clarisse. Il ne s'agit pas c'est vous qui culpabilisez d'avoir le sentiment de dire du mal de vos parents.
mais c'est un peu inévitable quand on fait une thérapie. Ouais. Il y a un moment où on va être critique vis-à-vis de nos parents et vis-à-vis de l'éducation qu'ils nous ont donnée. D'accord. On passe tous par là enfin tous ceux qui font un travail sur eux-mêmes. On remet à plat notre histoire. Donc personne n'a eu des parents parfaits. Non, bah et non. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait écrasant aussi. Vous voyez, vous dites que vous avez le sentiment d'être écrasé par vos parents parce qu'ils étaient trop sévères. Mais vous imaginez si vous aviez eu des parents parfaits, on ne pourrait pas être à la hauteur de ces parents parfaits. Donc ça serait aussi écrasant d'une certaine façon. Donc on trouve toujours des choses à reprocher à ses parents. Quand bien même les parents n'ont pas été bourreaux ou je ne sais quoi, ou excessivement ou maltraitants, vous voyez, il y a toujours des choses à reprocher à ses parents. Et c'est important de pouvoir exprimer ce que l'on a ressenti pour justement à un moment pouvoir avoir une meilleure relation avec eux par la suite. Et c'est ça qui est difficile, c'est que j'ai vraiment l'impression à la maison que personne n'a cerné en fait mes difficultés, quoi. Et c'est pas qu'on prend pas au sérieux, mais que on les perçoit pas, on les voit pas, quoi. Et j'ai l'impression que quand je parlais vraiment d'angoisse à aller vers les autres et de situations à éviter tout le temps, les amphis, les salles de cours pleines, les choses comme ça, moi je pouvais pas, quoi. Et je sais plus où je veux en venir. Vous perdez souvent le fil, hein. Vous êtes très stressé là, c'est ça? Sans doute. Vous êtes un peu débordé où ça vous arrive aussi dans la vie? Je sais pas. Ou c'est parce que vous êtes à l'antenne? J'ai beaucoup de travail en plus, donc ça m'aide pas. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ça vous arrive aussi, comme ça, dans la vie, de démarrer quelque chose et de perdre le fil? Vous avez beaucoup de travail actuellement, vous voulez dire par rapport à vos études? Vous vous sentez débordé? Oui. D'accord. Et puis j'ai des oublis, quoi. D'accord. Mais c'est un problème d'organisation, je pense. Bon, vous allez de toute façon vous continuer à travailler là-dessus. Est-ce que sur le plan de votre vie sociale, amicale, est-ce que ça s'arrange un peu? Est-ce que à la fac vous avez pu vous lier avec je sais pas, au moins une ou deux personnes? Les amphis c'est compliqué, mais peut-être dans les TD. À la fac oui. Mais, c'est important ça. Le problème c'est que ces personnes-là me répondent plus. Et, pourquoi? J'en sais rien. Mais vous répondent plus, c'est-à-dire? En fait, on s'écrivait par mail et on se donnait des nouvelles. Et il se trouve que, en fait, un jour, j'ai fait une sortie shopping avec une des filles. Oui. Et cette fille m'a proposé de venir la voir en Allemagne, parce qu'elle travaillait en Allemagne pour ses études. Et moi, j'ai dit pourquoi pas, tout ça. Donc, j'ai cherché un peu à m'arranger, tout ça. Et elle me répondait plus. Quand j'ai commencé à lui dire que je pouvais pas venir, en fait. Et après, je lui ai envoyé un message comme quoi je pouvais peut-être. Et du coup, elle m'a plus répondu du tout. J'ai plus de nouvelles, donc je sais pas. Mais il faut peut-être la relancer. Ah oui, mais j'ai envoyé 3 messages. Mais j'ai pas compris, elle est en Allemagne, elle? Elle est en Allemagne, elle est à Berlin. D'accord. Et vous ne communiquez avec elle que par mail? Oui, j'ai pas son téléphone. Bon, elle est peut-être un peu débordée en ce moment aussi, hein? Oui, c'est ce que je pensais. Mais, ça peut arriver aussi. elle m'a dit qu'elle avait pas de vacances, donc. Oui. Donc voilà. Bon. Et avec, vous aviez cette amie-là, et puis il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? En fait, elles étaient 2. Et puis, il y en a plus qu'une qui me répondait, donc l'autre, j'ai laissé tomber, quoi. L'autre, elle a travaillé en Irlande, et puis elle est sans doute revenue en France, mais je sais pas ce qu'elle fait. Oui. Mais j'ai aussi comme ambition de d'aller dans un club et de faire du kayak, par exemple, pour me socialiser un peu plus, quoi, pour voir d'autres personnes que je vois la prépa.
Et je pense que ça m'aiderait davantage, quoi. Ben voilà, par rapport à vos activités, c'est pas mal parce que bon, des personnes qui sont comme ça à l'étranger, c'est intéressant, c'est bien, mais ça se limite quand même à des échanges mails. Hein, donc c'est pas, alors c'est déjà un début, mais c'est pas ce qui, ça serait bien pour vous d'avoir des contacts un petit peu plus directs. Oui. Donc vous inscrire dans un club, ça c'est une excellente idée par rapport à ce que vous aimez faire. Parce que en plus, vous voulez faire du canoë-kayak. Là, ça fait un bon. Vous n'êtes pas obligé. Vous dites vous êtes un peu intimidé par les autres. Là, c'est pas commencer à engager une conversation. Vous y allez. Vous avez une activité commune, une passion commune. Donc ça facilite le lien, ça facilite l'échange. Ouais. Mais et puis le travail que vous faites sur vous va vous y aider parce que ce sentiment certainement d'abandon que vous avez, vous pouvez craindre que ça se. Alors je ne sais pas pourquoi aussi par rapport à votre histoire, hein, ça c'est des choses un peu à creuser. Vous fait craindre peut-être inconsciemment que ça se reproduise. Vous voyez dans les exemples que vous donnez, une histoire de mail, vous n'avez pas de réponse. C'est un peu l'angoisse. Vous vous dites ça y est, ça se passe mal. Chez vous, ça prend une proportion. Voilà, j'ai plus de réponse, elle me laisse tomber. Ouais. Ça peut arriver. Il y a des relations comme ça. La vie ne va pas sans risque parfois, Clarisse. On commence des relations. Comment? Le fait qu'elle m'a laissé tomber, c'est la conclusion que j'ai tirée. Oui, mais elle m'a laissé tomber. C'est peut-être autre chose. Elle peut être occupée dans sa vie. Elle peut être, c'est pas forcément contre vous. Mais tout de suite, vous en tirez vous la conclusion, c'est elle vous laisse tomber. Derrière ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas suffisamment intéressante et vous voyez, il y a un côté un peu où vous vous dépréciez. Oui, c'est peut-être pas, les choses sont peut-être pas aussi simples que ça. Mais en même temps, je vous dis, parfois la vie ne va pas aussi sans risque. C'est-à-dire que dans des histoires d'amour, on peut être rejeté par celui qu'on aime. On peut aimer sans être aimé. Ça peut arriver. Pour autant, bon. Ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à l'aventure. Il y a des amis vers qui on va qui parfois peuvent nous faire des crasses. Ça peut arriver aussi. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à aller vers les autres. Vous voyez ? Mais bon, mais je pense il y a des choses à travailler sur la position aussi que vous aviez, vous, dans vos relations avec vos sœurs, la position, vous me parlez de l'éducation avec vos parents, mais la position que vous aviez au sein de cette fratrie. Comment vous existiez par rapport à vos sœurs? C'est pas évident. Non. Parce que vous aviez quand même des personnalités distinctes. Même si on disait les triplés. Ouais. C'est pas facile de voir de voir ça. Enfin, franchement. Et c'est pas facile parce que c'est difficile aujourd'hui d'exister. C'est comme vous avez un peu comme à accoucher de vous-même. Mais bon, vous êtes toute jeune, c'est-à-dire que vous formiez. Vous formiez un petit monde à vous trois, un univers. Et c'est pas un hasard si vos attaques de panique ont commencé au moment où vous vous êtes retrouvés seuls. Seuls, séparés de vos sœurs, séparés de votre famille. Alors, vous avez 23 ans, hein, Clarisse. Donc, je veux dire, c'est là où c'est comme une nouvelle naissance, où toutes les cartes de l'enfance, elles sont en train de se rejouer. Vous voyez ?
Ouais, à peu près, ouais. Et c'est pour ça que c'est un peu angoissant, parce que c'est difficile d'accoucher de soi-même. Hein. Oui, Ouais. Ouais. Mais vous êtes aidée, là. Oui, je suis aidée. Vous êtes aidée. Oui. Et c'est vrai que les amis seront aussi une aide. Oui, j'espère bien. Oui. Et vous allez vous en faire et retrouver le chemin vraiment de l'extérieur, hein. Vous allez voir. Ouais. Oui. Quand vous allez un peu savoir un peu qui vous êtes, vous. Vous voyez, je reçois un message du subversif qui le dit autrement, mais c'est très juste, qui dit il y a la triade finalement, hein, que vous formiez avec vos sœurs, ça forme en quelque sorte une personne morale, si ce n'est physique, à laquelle vous vous étiez identifié. Et sa dissolution à un moment donné, entre guillemets, a dissous un tiers de votre présence au monde. C'est comme une grosse amputation de vous-même. Un peu, ouais. Eh oui. Donc, d'où l'angoisse. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un, en fait, à part entière, quoi. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on retrouve souvent hein, dans les problématiques comme ça de gémellaires ou avec les triplés ou bon. C'est quelque chose qu'on rencontre. Des problèmes comme ça un peu d'identité, mais qui se travaillent, hein, je vous rassure, Clarisse. Oui. Parce que si vous voulez, vous formez un univers. Un couple, les jumeaux peuvent former un couple, et les triplés encore plus. Enfin, et avec les jumeaux, ils ont leurs amis. Après, donc voilà, vous formez votre monde. Et c'est là où les parents ont un rôle à jouer. De veiller, d'ailleurs les enseignants maintenant veillent aussi à ça, hein. Veiller, c'est pas plus mal que les jumeaux ne soient pas forcément dans la même classe. Alors certains disent c'est brutal quand même de les séparer. On vit ça, dire c'est dur de les séparer. Oui, mais en même temps c'est aussi veiller à les autonomiser. Ah oui, carrément. À faire en sorte faire en sorte que ce sont deux personnes distinctes et qui puissent donc avoir des amis différents. Alors après, hop, on revoit à la maison et hop, ils refusionnent à nouveau. Peut-être, laissons-les refusionner, mais qui puissent aussi avoir des amis et distincts. Et après, bon, ils peuvent avoir des amis communs, mais quand même un peu avoir des moments où ils sont pas toujours dans la fusion. Alors évidemment, vous avez vécu dans la fusion. Oui, surtout au lycée en fait. Ben oui, ah oui. Toujours collée à ma sœur et. Ben oui, vous étiez bon, collés. Parce qu'en plus, elle me dominait, donc c'était pas bon, quoi. Ouais. Parce qu'il y a toujours une relation, on n'est jamais d'égal à égal, il y a toujours un dominé. Et un dominant. Ouais. Comme souvent dans les relations, vous savez, l'homme est un mammifère, hein. Mais bon, vous êtes clairvoyante, hein, donc les choses vont évoluer. Hein. D'accord. Bon. Il y a Raphaël de Belfort qui dit allez, ne vous découragez pas parce que vous avez plein de clairvoyance, beaucoup de bonne volonté, vous êtes sur la bonne voie. Bon courage à vous, Clarisse, vous dit-il. Mais vous pourrez nous donner de vos nouvelles dans quelque temps, si vous le souhaitez. Je veux bien, ouais, pas de problème. D'accord. À bientôt alors. Merci. Au revoir, Clarisse. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Bonsoir, Flo. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Merci de me prendre ce soir. Mais je vous en prie. Eh bien, écoutez, moi, je vous appelle pour... je sais un peu honte de dire pourquoi. Ah bon? En fait, je souffre d'une très grande solitude. Je vois pas pourquoi vous avez honte. Ans, et je vis seule. Mon mari est décédé en 2007. Et depuis, je n'arrive pas à refaire ma vie. Je n'arrive pas à revivre normalement. J'ai l'impression de tout doucement dépérir, de tout doucement perdre goût à plein de choses. Et là, l'entrée de l'automne, l'hiver me fait très très peur. Oui.
Depuis 15 jours, je m'enferme chez moi et je sors pas. Et Pourquoi toujours à ce moment à cette période de l'année ou... Mais écoutez, même si là l'automne a été particulièrement magnifique. Oui, mais je sais pas. Bon, je suis restée toute seule juillet et août. Et comme je voyais personne, tout le monde était parti en vacances autour de moi. J'avais entrepris, je me suis payé des massages. Je suis allée dans un centre pour me faire masser, faire. Donc ça m'a fait du bien parce que ça m'obligeait à sortir de chez moi 2 fois par semaine. Et je m'étais fixé un but, quoi, d'essayer de me remonter un peu. Et maintenant que l'été est fini, bon, j'ai quand même repris des activités. Je fais du qigong, je fais de l'aquarelle. Mais en dehors de ces activités en groupe, le reste du temps, je suis chez moi et je vois personne. Et je sais pas, là, j'ai un gros coup de blues. Vous êtes trop seule? Oui, je suis seule. J'ai pourtant 2 grands enfants, mais ils vivent loin de chez moi. Oui. Donc je les vois assez peu. Et en plus, suite au décès de mon mari, 1 an et demi plus tard, j'avais fait une rencontre qui s'est pas bien terminée. Et bon, c'était une rencontre qui était peut-être un peu prématurée. Je m'étais jetée là-dessus un peu comme sur une bouée de sauvetage. Et puis ça s'est mal terminé. Donc pourquoi ça s'est terminé comment? Eh bien, avec ce monsieur qui, je pense qu'il n'était pas prêt à refaire sa vie avec quelqu'un, et moi-même, je pense que mon deuil n'était pas fini. Dès qu'il a fallu entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire aménager les meubles, s'installer, éventuellement faire vraiment des vrais projets, là, ça a commencé à très mal se passer, en fait. Finalement, c'était un engagement qui n'en était pas un, et c'était très bien quand on se voyait le week-end ou des grands week-ends ou une semaine, mais à partir du moment où il y a eu il fallait prendre une décision, ça s'est pas fait, quoi. Oui, vous êtes peut-être trop précipité. Moi, je me suis trop précipitée, ça c'est sûr, oui. D'ailleurs, à l'époque, je vous avais appelé, j'avais besoin d'en parler, donc je vous avais appelé à l'époque, mais donc depuis, je me débrouille toute seule et bon, je fais comme je peux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai peu d'amis et j'ai de moins en moins, alors que je me reconnais pas, quoi. Il y a 5 ans, je travaillais, j'étais une personne dynamique, j'étais pleine de vie encore, hein, malgré mon âge, parce que c'est comme ça qu'on me voyait, comme quelqu'un de dynamique. Et puis là, je suis vraiment. C'est la solitude qui vous pèse, parce que quand vous étiez reparti dans cette relation, à nouveau, vous aviez envie d'y croire. Oui, oui. Je m'étais remis à faire de la cuisine, je m'étais remis à faire des choses. Là, je me fais même plus à manger. Je me fais réchauffer des plats 2 minutes micro-ondes. Je mange même plus dans une assiette. Je mange dans le plat directement. Oui, mais cet été, ça allait bien. Oui, cet été, bien. vous avez pris soin de vous. Oui, vous êtes fait masser. Regain de vie. Oui. J'avais même minci parce que j'ai pris du poids suite à cette grande solitude. J'avais reminci et tout, et puis là, l'automne venant. Mais l'automne est une période particulière, hein, où on se met un peu en sommeil, hein, comme la nature. Oui, notre professeur de Qigong nous explique bien ça. C'est comme un deuil, effectivement. Oui, oui. Et symboliquement, oui, tout à fait. Et pas que symboliquement, la nature. Regardez, hein, les arbres perdent leurs feuilles. C'est. Mais là, donc ça joue aussi, hein, sur
ça compte aussi. Peut-être que, vous voyez, vous pensiez, alors c'est compliqué à vivre pour vous parce que ça vous ramène à votre deuil, au fait que vous pensiez être totalement sorti d'affaires. Mais il peut y avoir comme ça des périodes. Oui, oui. Oui, effectivement, je comprends pas ce qui m'arrive depuis 15 jours, 3 semaines. J'ai l'impression de Ça ne veut pas dire que vous régresser. allez vous enfoncer et replonger. Ça peut ne pas durer aussi. Je sais pas, j'espère. J'ai l'impression de régresser actuellement. Et je me dis, c'est pas bon parce que, bon, je n'ai que 61 ans. Ça veut rien dire. Et je sais pas, je comprends pas du tout. En 4 ans, j'ai complètement changé, quoi. Je suis devenue... Vous avez vécu un deuil aussi. Comment ? Vous avez vécu un deuil en même temps. Oui, mais je sais pas. Enfin, je veux dire, on m'avait dit un deuil, ça peut durer de 2, 3 ans. Les Chinois disent que c'est 3 ans et tout. Oui, enfin, les Chinois, vous savez, après, ça n'a pas de sens de donner une durée. Oui, Le temps vrai. du deuil est très variable d'une personne à une autre. Mais en fait, ce deuil me ramène à ma propre histoire. C'est-à-dire que maintenant, je suis seule face à moi-même et face à mon histoire. Et je prends conscience que je ne sais pas m'y prendre, quoi, avec moi-même. Oui, mais vous n'avez pas toujours été en couple, si ? Je me suis mariée, j'avais 26 ans et j'ai été mariée pendant 30 ans. Oui. Et je vous dis, je me reconnais pas. J'ai toujours été une femme active. Enfin, j'ai toujours fait des activités, même en plus de mon travail. J'étais un petit peu la locomotive, entre guillemets, si vous voulez, dans le couple. Oui, mais parce que aussi, vous ne dites pas, mais votre mari, lui, n'était pas la locomotive dans votre couple. Non. Ah non. Ça n'a pas toujours été simple. Ouais. Oui. Vous idéalisez beaucoup quand même la relation, qui n'a pas toujours été simple. Non, ça n'a pas toujours été simple. Oui. Non, il avait... Donc vous savez plus vous occuper de l'autre que de vous. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, bah oui. Oui, c'est le problème, oui. Parce qu'en fait, il souffrait d'une maladie, la maladie d'alcoolisme. Alors ça a commencé par l'alcoolisme mondain, parce qu'il était ingénieur. C'était pas forcément quelqu'un qui traînait dans les bars, mais c'est quelqu'un qui vivait seul et c'était très très difficile, quoi. Oui, donc bon, ça n'a pas dû être toujours quand même votre vie, dites très simple. Dites vous étiez très actif, vous faisiez plein d'activités, peut-être aussi pour ne pas être toujours dans ce tête-à-tête. Oui, c'est sûr, mais il y a eu aussi, je l'ai accompagné, il a été 12 ans abstinent, il y a eu des périodes quand même... mais 12 ans sur... oui. Des périodes où ça se passait bien, donc il y avait des hauts et des bas comme dans tous les couples, donc... mais maintenant que je suis seule, c'est terrible parce que justement... Comme me dit mon fils, tu es redevenue une jeune fille, tu peux refaire ta vie. Et là, je suis désemparée, quoi, en fait. Mais parce que vous ne savez pas vous occuper de vous. Finalement, vous faisiez des activités, oui, mais pour remplir. Peut-être, mais pas vraiment... c'est compliqué, de vivre seul... demande une certaine force. Oui, parce que je suis entourée de
personne. Enfin, je connais 2-3 femmes d'anciennes amies d'enfance ou d'anciennes amies plus récentes qui vivent en couple. Mais je suis pas sûre qu'elles soient très très heureuses finalement. Ah, mais il y a beaucoup de gens. Mais elles ne sont jamais seules. Le dimanche, le dimanche, le week-end, elles sortent en couple. Ça offre un cadre très rassurant. Très rassurant. Oui. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire des choses seuls, qui se privent de beaucoup de choses. Des choses toutes simples, comme aller au cinéma, comme, c'est ce que je fais. comme aller, comme s'installer à la terrasse d'un café, comme aller, alors je parle même pas d'aller au restaurant, comme... je le fais, c'est bien. Je ne fais pas en ce moment, mais quand je vais sur Paris, je suis en grande banlieue parisienne, quand je vais sur Paris, mais c'est tellement triste, les gens vous regardent comme si vous étiez un cas, quoi. C'est pour ça que ça demande comment dire, une certaine solidité intérieure, une certaine force de caractère, parce qu'effectivement vous sortez un peu du cadre de la norme et de tout ça. Bon, maintenant, par rapport à vous, je crois que vous êtes dans un moment un peu, vous dites comme dans votre vie de couple, vous avez eu des hauts et des bas, vous êtes dans une période un peu de bas là en ce moment. Ça peut arriver aussi. J'ai peur des journées d'hiver, j'ai peur de... Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur des journées d'hiver, Flo. Ces journées d'hiver, c'est aussi, après tout, des moments où vous pouvez, cette vie, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire aujourd'hui ? Si cette solitude vous pèse, plutôt que de remplir quelque chose, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? 60 ans, ça laisse encore de belles années de vie. Qu'est-ce que vous avez envie pour vous ? En fait, c'est ça, c'est que je ne suis pas sûre de savoir vraiment ce que je veux faire. Bon, alors peut-être pas en ce moment, c'est pas le moment, parce que vous n'êtes pas bien, c'est pas quand on n'est pas bien qu'on sait vraiment ce qu'on veut, parce que c'est à ce moment-là, on a un peu le bourdon et on voit tout en noir, mais ça vaut peut-être la peine quand vous irez un petit peu mieux, de réfléchir à vos projets. Oui. Et à prendre soin de vous et comme le dit le subversif, de dire de tolérer vos coups de blues et de les admettre parce qu'ils sont naturels aussi. Parce que quand vous dites que vous ne vous reconnaissez pas, vous avez aussi traversé un deuil. Hein. Donc forcément, il y a un avant et un après. Donc quand vous dites oui, on m'a dit c'est 3 ans. Non, ça n'a pas de sens, ça. Le temps du deuil, il est très variable d'une personne à une autre. À un moment, on croit que l'on va mieux, qu'on croit en être sorti. Il peut y avoir comme ça des petites traversées où à un moment, on est à nouveau submergé par la tristesse. Simplement, il peut y avoir un peu des bouffées de tristesse, ça ne veut pas dire que vous allez vous enfoncer dans la durée, dans la tristesse. Ça me fait peur, là, parce que j'ai toujours été très coquette, peut-être même, je m'habillais peut-être un peu plus jeune que mon âge, j'ai toujours fait un tout petit peu plus jeune que mon âge, et là, maintenant, je sors, je me maquille plus, je fais plus attention, mais écoutez, après tout, vous avez le droit aussi un peu. Oui, Non mais, écoutez, je ne dis pas de vous laisser aller totalement. C'est pas ce que je veux vous dire, mais ça peut être pesant parfois de toujours devoir donner le change. Oui. Vous voyez, toujours aller. C'est comme devoir sourire alors qu'on n'est pas bien, dire comment ça va, ah oui très bien merci, alors que ça ne va pas. Alors vous me direz bien sûr, certains diront c'est une marque d'élégance vis-à-vis des autres. Oui, mais parfois vis-à-vis de soi-même ça peut être pesant. Donc c'est ce que je fais en permanence parce que je sens bien le regard des gens qui connaissent ma situation, qui me disent alors comment vas-tu, à chaque fois je dis tout va très bien, et qu'est-ce que tu as fait cet été, je joue un rôle
automatiquement parce que je ne veux pas qu'on s'apitoie sur moi et puis je ne veux pas non plus faire porter mes problèmes. Enfin, je veux dire, ça, les gens n'ont pas besoin d'être au courant de tout ça. Chacun a ses problèmes aussi. Il ne s'agit pas de les faire porter, mais il s'agit que vous soyez vraiment en accord avec vous-même. Donc, s'il y a des moments où vous n'allez pas forcément très bien, comme en ce moment, peut-être que oui, en ce moment, vous êtes moins coquette qu'habituellement. Et alors ? Bon. Vous avez le droit de sortir en étant moins coquette. Où est le problème ? En fait, c'est pour moi, quoi. C'est pas tellement pour les autres, c'est pour moi. Je me dis, attention, là, tu te laisses aller, quoi. Non, mais c'est parce que vous êtes hyper exigeante vis-à-vis de vous-même aussi. Alors, c'est vrai que parfois, c'est à double tranchant. Parce que le fait de se dire, bon, un petit peu, de prendre soin de soi à nouveau, ça peut un peu faire du bien. Hein. Vous aimez les massages, par exemple, vous pouvez vous accorder le temps, à nouveau un massage, un soin en institut, et ça peut vous faire du bien. Maintenant, si vous ne sortez pas un jour hyper pomponné, hyper maquillé comme à votre habitude, c'est pas non plus dramatique. Hein. Non, bien sûr, c'est pas dramatique. C'est juste des petits signaux d'alerte, quoi. Vous avez le droit, hein, Flo, d'avoir des moments comme ça de baisse. Hein. Ça veut pas dire que vous êtes en train de replonger. Il peut y avoir des moments où on va moins bien. Et ne pensez pas que vous allez passer un hiver catastrophique. Oui, c'est ça qui me fait peur. Non, mais à trop anticiper. Non, parce que là, si vous faites du qigong, attention, vous savez bien que vous êtes en train de vous construire un univers mental là, très négatif. Oui. Vous êtes en train de vous dire que non, ça va mal se passer. Non, oui, vous avez le droit de... Oui, Comment ? C'est paradoxal par rapport à ce que vous faites. Mes activités de... Complètement. Oui. Vous faites des activités, oui. C'est terrible parce que oui. C'est une résistance alors que, comme vous dites, j'étais capable de m'occuper de mon mari et de ma famille et je suis pas capable de m'occuper de moi, quoi. Vous le faites, à votre façon. Vous le faites, mais lâchez. Au lieu de vouloir lutter à tout prix, vous voyez, par moment, on veut... c'est comme quand on est triste, on veut résister, dire il faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, faut pas que je pleure. Parfois, à vouloir dire faut pas que je pleure, faut pas que je pleure, on se rend encore plus malade et on se crispe d'autant plus, alors que parfois, pleurer, ça fait du bien, c'est libérateur. Au moins, c'est passé là. Vous dites, oh là là, je m'en fous, je vais passer un sale hiver... Bon, en ce moment, ça ne va pas bien. C'est comme ça. Ça peut arriver. Oui. On peut avoir des coups de blues, des coups de cafard. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de vous enfermer, de vous enferrer dans une dépression. Oui. Bon, vous avez traversé un deuil. Accordez-vous ça aussi. Oui, il y a des semaines où, en dehors de mes 2 cours de Qigong et mon cours de dessin, je ne parle qu'aux commerçants, quoi. Je vais m'acheter une bricole pour pouvoir dire bonjour madame, au revoir madame. Bon, alors ça, en même temps, c'est vrai que si vous n'êtes pas bien, c'est une chose, évidemment, vous n'avez pas trop envie de parler. Maintenant, cela dit, il est clair que cette grande solitude, ce grand isolement, vous maintient aussi dans cet état, alimente le fait de ressasser et de vous dire je vais être mal et je rentre chez moi et je m'isole et je vais passer un sale hiver. Donc en dehors de vos cours, ça veut peut-être dire qu'il faut quand même songer à être un peu moins seul, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Trouver quelque chose pour être moins seul, parce que cet isolement, à mon avis, est préjudiciable quand même. Hein. On m'a Vraiment. plus ou moins suggéré d'aller sur les sites de rencontres, ce que j'avais fait à une époque. Et là, je veux plus.
veux plus. Enfin, dans votre état, pour le moment, là, ça me paraît pas... Il n'y a pas que les sites de rencontres, hein. Il y a aussi, il y a des associations, il y a des choses où vous pouvez échanger, rencontrer des gens, enfin, être un peu dans un échange, un peu constructif, avoir, ne pas être aussi isolé. C'est ça. Pas forcément la rencontre qui va changer d'un coup de baguette magique votre vie, mais avoir des échanges et sortir un peu de votre isolement qui évidemment n'est pas très enthousiasmant, il faut bien le dire. Bon courage à vous, Merci en tout cas. Merci à vous, Caroline. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent pour Flo. Il y a Paul qui dit « Ne vous préoccupez pas du regard des autres. Ils vous regardent souvent mais ne savent pas vous voir. Et ne laissez pas la tristesse se transformer en dépression. » Jean-Louis qui dit « Faites-vous plaisir. Partez au soleil. Découvrir un pays sympa dont vous rêvez depuis longtemps. » Salomon qui dit « Pardonnez à votre mari cet abandon. Votre deuil se fera alors. Vous vous retrouverez vivante et libre. » Angie qui dit « Vivre seul, ça ne veut pas dire que la vie est défaite. Drôle de notion que celle de refaire sa vie. » Il y a Nathalie d'ailleurs qui dit « Je vis seule depuis 1 an et demi et ça ne me fait pas de mal. » Quelqu'un dit « Pourquoi ne pas faire un petit travail sur vous, ça aide sacrément. » Bon courage à vous. Gabi qui dit « Pourquoi ne pas faire du bénévolat ?» Il y a également le subversif qui dit « On a tous une image de soi, vous celle d'une femme hyper dynamique, ça peut être une construction, une croyance. Prenez le temps d'être vraiment vous, avec quelques coups de blues, somme toute normaux compte tenu de ce que vous avez vécu. » Cathy qui dit souvent la société interdit la parole et l'entourage est absent. On va maintenant j'allais dire accueillir Marine, mais je vois que Jean-Michel Duez est attentif, concentré pour nous présenter le journal de minuit sur Europe 1. Deuxième partie de votre libre antenne, toujours en direct, bien entendu, sur Europe 1. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour témoigner, pour réagir à ce que vous entendez. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr. C'est ce qu'a fait Jessica qui entendait le témoignage de Flo qui souffrait d'une grande solitude suite au décès de son mari il y a 4 ans et qui appréhendait l'automne et la perspective de l'hiver. Alors Jessica est en Australie. Elle dit d'ailleurs j'adore vous écouter en direct à mon réveil, décalage horaire oblige évidemment. Elle dit ma maman est dans la même situation, mari décédé en 2007, la cinquantaine, se sent très isolée, est en grande dépression depuis plusieurs années. Je ne sais pas comment la soutenir, d'autant que j'habite à l'autre bout du monde. Pensez-vous qu'il serait intéressant de les mettre en relation pour qu'elles se rendent compte qu'elles passent par des phases similaires et peut-être trouver un réconfort?
Je ne sais pas, on peut, si vous voulez transmettre, mais enfin, il vaudrait mieux que la demande vienne de votre mère elle-même, parce que deux personnes qui peuvent être un peu tristes elles-mêmes, je ne sais pas ce que ça peut donner. Il vaut mieux quelqu'un qui puisse un peu être stimulé. Il y a Véronique qui dit, je viens d'écouter Flo et qui nous parlait de sa solitude. J'ai envie de lui dire que pour rencontrer des gens, il faut aussi parfois le vouloir et faire un petit pas aussi vers les autres. Moi, je me suis sortie d'une solitude dans un endroit où je ne connaissais personne en allant chaque matin lire le journal au café du coin. J'ai fini par voir toujours les mêmes têtes et à parler avec les gens. Il faut juste se jeter un peu à l'eau parfois avec un bonjour, un sourire, et ça permet de se tourner vers les autres aussi. Alors, je voulais souhaiter bon courage et bonne chance à Flo. Et puis on a Isadora qui dit, je vis seule depuis longtemps et j'ai envie de dire à Flo, soyez votre meilleure amie, aimez-vous et la vie vous sera plus douce. Il y a Nelly qui dit, pourquoi ne pas adopter un animal, quand on a un chien par exemple, les promenades obligent à sortir et créent du lien. C'est très juste ça. C'est vrai qu'on rencontre d'autres personnes comme ça qui se promènent et on peut échanger. On va maintenant donc accueillir Marine. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Marine. Merci de m'accueillir à l'antenne. Mais je vous en prie. Voilà, donc je vous appelle ce soir car voilà, je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Oui. Et en fait, voilà, je suis quelqu'un de très nerveux depuis sa naissance. À la base, je suis quelqu'un de très nerveux, c'est vrai, mais plus elle grandit et je supporte de moins en moins ses caprices. Enfin, le fait d'être tout seul avec elle aussi. Enfin, j'ai besoin de soutien et j'ai beaucoup de mal à y voir clair dans tout ça. Oui. Oui. Plus elle grandit, c'est-à-dire oui, c'est plus compliqué que quand elle était bébé, un enfant de 2 ans, et c'est un âge un peu compliqué parce qu'il s'oppose beaucoup à 2 ans. Oui, tout à fait. Ils disent un peu non à tout. Oui, surtout Oui. en ce moment. Ben oui. Oui. Et donc, c'est des caprices, donc du coup, c'est des colères et je supporte pas, je suis beaucoup nerveuse. Oui, elle vous fatigue en ce moment. Oui, beaucoup, beaucoup. Et j'ai pas de patience surtout. J'ai pas de patience et pourtant, Dieu sait que c'est l'amour de ma vie, je donne toute ma vie pour elle, mais j'ai du mal. Oui. Alors, je sais pas si... avant qu'elle soit née, bien sûr, j'étais avec le papa et il m'a fait beaucoup de mal aussi. Je sais pas si tout ça, ça revient pas à la surface, mais avec ma fille. C'est pas simple déjà d'être seule, oui, parce que vous pouvez pas. C'est vous qui êtes responsable tout le temps, oui. Vous dites vous auriez besoin de soutien d'ailleurs. Vous vous sentez un peu débordée. Oui, voilà, c'est le mot, oui. Je me sens débordée. Alors, là, je me suis remis avec le papa, qui est donc incarcéré. Ça fait 5 mois. Et ça se passe bien. J'emmène sa fille les week-ends. Oui. Même ça me dérange quelque part, parce que ça me fait du mal d'emmener ma fille là-bas. Et en fait, voilà, il m'a fait beaucoup de mal. Je suis retournée avec. Comment vous expliquer ça? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Oui. Suite à toutes les promesses qu'il m'a fait, je suis retombée un peu dans ce, dans ce système. Je ne sais pas si c'est le mot-là qu'il faut employer. Pourquoi êtes-vous revenue avec lui alors, s'il vous a fait du mal? La question que je me pose, parce qu'en fait, j'ai peur de la solitude quelque part. Vous voyez, j'ai peur de la solitude, j'ai jamais été seule. Et puis le fait d'avoir une petite fille avec, j'avoue, je l'aime encore. C'est toujours moi qui l'ai laissé, mais je suis toujours revenue. Et je
suis un peu perdue en fait, vous voyez. Je suis perdue. Et quand vous dites que vous avez peur de la solitude, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entouré par votre famille? Aussi. Si, beaucoup même. Je suis très entourée. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Oui, parce que vous êtes jeune, hein, je vois que vous avez 21 ans. Oui. Si, ils sont là, mais quand je dis j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'un soutien, vous savez, d'un père. Hein, parce que ma fille, elle est très difficile avec moi. Et donc, j'ai besoin de ça. Hein. Et puis en même temps... d'un père pour votre fille ou d'un père aussi un peu pour vous? C'est la question. Oui, peut-être. En même temps, c'est vrai que j'ai peut-être besoin aussi d'un père, quelque part. Non, mais j'ai aussi besoin d'un père pour ma fille, quoi, parce que j'ai du mal... Mais est-ce qu'il est un père pour votre fille, lui? Il n'a pas vu beaucoup? Eh bien, écoutez, voilà, il a été en prison pendant que... Enfin, ma fille, elle avait 3 mois. Ça fait 2 ans qu'il y est. Et donc, ça va faire 2 ans. Il y a eu des hauts et des bas entre-temps. Et je vous dis, là, ça fait 5 mois que je suis retournée. Ça se passe bien. Pour le moment, c'est les grandes promesses, tout ça. Mais j'ai peur pour l'avenir, quelque part. Je me pose beaucoup de questions. Je me remets souvent en question et ça me fait peur. Je suis assez frustrée, ouais. C'est ça, c'est le mot. Vous êtes inquiète? Inquiète, oui. Parce que maintenant, on n'est plus 2, mais 3. Et quand vous dites justement que le mal qui vous a fait avant, la naissance ou au moment de la naissance de votre fille, vous avez le sentiment que ça rejaillit aujourd'hui sur la relation avec votre fille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'a fait du mal. Déjà, il m'a déjà tapé dessus. Voilà, et comment dire, tout ça, les coups, les mauvaises paroles qu'il a eues envers moi, tout ça, il m'a complètement éteinte. À l'époque, j'étais éteinte. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui est pleine de vie, vous voyez. Et du coup, c'est vrai qu'il a fait de moi quelqu'un, de renfermé. Voilà, je me suis renfermée sur moi-même. Comme je l'ai eu au téléphone, on en a discuté de ça. On s'est vu au parloir, on en a discuté. Et il est prêt à faire des efforts, mais tout ça, ça m'inquiète quand même. J'ai l'impression que c'est que des paroles. Je comprends que ça vous inquiète. Parce que maintenant qu'il est la petite, il se permettrait plus de faire ça. Il a changé, la prison lui a fait prendre conscience de plein de choses, quoi. Il y a eu plusieurs fois des accès de violence vis-à-vis de vous? Oui. Quand vous étiez à ce moment-là, vous étiez enceinte? C'était avant? C'était quand? Non. Je me suis mis avec lui, j'avais 15 ans, voilà. Et il est plus vieux que moi, il a 6 ans de plus que moi. Et non, faut dire que moi aussi, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très nerveux, lui aussi, donc du coup, ça pouvait pas tout le temps être tout beau, tout rose. De mon côté aussi. Mais le problème, c'est qu'il est dans un environnement aussi qui est pas très propice. Enfin, la prison en elle-même est violente. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, Donc vous dites vous-même des belles paroles, mais je sais pas s'il fait pas. Enfin, il est dans un parcours. Il s'agit pas. Je veux pas accabler cet homme. Il est dans un univers où la prison. La prison est un lieu quand même où. On le sait, malheureusement, on fabrique beaucoup de récidivistes. Il y a quand même beaucoup de problèmes d'humanisation. Il y a beaucoup de violence en prison et où, à moins de travailler sur son histoire, qu'est-ce qui fait qu'il a atterri là? C'est certainement le fruit d'une histoire compliquée. Il faudrait qu'il puisse travailler sur lui. C'est compliqué parce qu'en prison, il n'y a pas beaucoup de psychiatres et de psychologues. Enfin, en tout cas, pas assez pour le nombre de détenus, étant donné qu'il y a une surpopulation carcérale. Donc tout ça, c'est pas très encourageant pour l'avenir. Mais bon,
Alors vous me dites, vous êtes très nerveuse et cette nervosité que vous avez, ça se traduit sur la relation que vous avez avec votre petite fille qui fait des caprices. Alors, à 2 ans, c'est pas tant ce qu'on appelle vraiment des caprices, j'ai envie de vous dire, Marine. C'est que 2 ans, c'est un âge où tous les enfants s'opposent, sont dans l'opposition. Tous les petits enfants, quels qu'ils soient. C'est pas propre à votre petite fille, Marine. Vous en parleriez autour de vous. Tous les parents s'arrachent un peu les cheveux à ce moment-là. Hein, c'est un peu compliqué parce que l'enfant est en train vraiment de prendre conscience que il est différent de sa maman, de son papa, et qu'il a c'est la période où il peut dire je et où il peut dire non et donc il en use et il en abuse. Bon. Mais il affirme vraiment sa personnalité. Bon, alors c'est vrai que elle a une histoire aussi un peu particulière, votre petite fille. Oui. Ça joue aussi. C'est vrai. Ça joue. Et vous, si il y a des choses sur lesquelles vous pouvez passer et d'autres non. C'est-à-dire que vous pouvez pas répondre. Si vous vous sentez trop débordé, c'est quand même important que de pouvoir vous un peu aller parler de tout ça. Parce que quand vous dites que vous êtes nerveuse, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes certainement anxieuse. Oui. Et l'angoisse, les petits-enfants le ressentent. Alors si votre petite fille vous sent comme ça très angoissée, elle va réagir aussi à tout cela et peut-être qu'elle va aussi à un moment, ça va monter entre vous, voyez, et que vous allez crier et ça va devenir un cercle vicieux et peut-être lui donner des fessées et après vous allez regretter et bon. C'est un peu ça qui se passe, j'ai l'impression. Je crie beaucoup sur elle. Vous criez, oui. Oui, ça me fait énormément de mal. Vous savez, je me mets dans des états après, je pleure, c'est pardon ma fille, je suis désolée. Vous en voulez, oui. Énormément, oui. Vous criez ou vous pouvez un peu lui donner des fessées ou être un petit peu brusque avec elle. Oui. Et vous vous en voulez après. Oh oui, énormément, oui. Je vous ai dit, ma fille, c'est toute ma vie, c'est ma première, c'est ma chair, mon sang, vous voyez, c'est tout pour moi. Et du coup, moi, je me demande si vraiment c'est pas la relation que j'ai eue avec le père pour que je sois comme ça avec elle. Quoi. Mais parce que vous êtes, c'est pas une relation qui vous rassure, qui vous apaise. Non, pas du tout. Non, franchement, non. Donc, vous auriez besoin d'être un peu rassuré, d'être un peu apaisé. Vous avez cette petite fille qui vous mobilise, où elle est à une période de sa vie où c'est un petit peu compliqué et où vous vous sentez un peu débordé et où après, pour votre petite fille, c'est un peu compliqué d'avoir. Elle va pas très bien non plus savoir sur quel pied danser. Hein, oui. Avoir une maman qui crie beaucoup, qui va un peu la brusquer, un peu la secouer, et puis qui après, un quart d'heure après, va la prendre dans ses bras, va lui demander pardon. Voilà. Et c'est très déstabilisant pour une enfant. Elle comprend pas. Oui, bien sûr, et en plus le fait de faire ça. Ça me fait mal après parce que je me dis, elle me voit crier, après je lui dis pardon, elle va plus comprendre. Non, elle peut pas comprendre. Vous voyez, c'est incohérent. C'est incohérent et c'est angoissant pour un petit enfant. Ça n'a pas de. Vous pouvez lui dire à un moment non pour certaines choses, mais il faut que ça ait du sens. Or, à un moment, oui, vous vous rendez compte que c'est disproportionné, vos réactions. C'est parce que, comme vous le dites, vous êtes énervé. Donc, ça va trop loin. Alors, comme vous vous en voulez, vous culpabilisez,
parce qu'en fait vous l'aimez votre petite fille et vous vous rendez compte que vous vous êtes trop emporté. Après vous voulez réparer les choses, mais elle, la petite, elle comprend pas. Alors comment je fais? Je vais dans les magasins et j'achète plein de jouets et c'est des bonbons et ceci, cela. J'essaie de me faire pardonner, mais je sais que j'ai tout faux, je sais, je suis consciente, mais j'arrive pas à expliquer mon comportement. C'est une très grande souffrance pour moi. Oui, c'est-à-dire que oui, c'est une façon après d'essayer de réparer un peu avec des bonbons, avec des cadeaux, ce débordement. Je crois vraiment, Marine, il me paraît très important de ce soutien que vous recherchez, d'aller le trouver. Oui, pour ne pas laisser s'installer. Je trouve que déjà c'est courageux d'en parler et d'admettre qu'on peut être débordé. Vous n'êtes pas la seule. C'est très dur de se retrouver. On peut être débordé par son enfant. Quand c'est pas simplement le fait de l'élever seule, il y a des mamans qui parfois sont en couple et qui peuvent à un moment être complètement débordées, ou des pères d'ailleurs, mais bon, ce sont plus souvent les mères qui se retrouvent à élever dans un quotidien leurs enfants. Vous êtes dans une situation compliquée, le père est incarcéré. Je ne sais pas quelle est votre histoire à vous d'enfant. Je crois qu'il est important vraiment d'aller parler de vous un peu de tout ça, demander de l'aide, parce que ça va vous permettre de trouver ce soutien que vous recherchez. Oui, c'est vrai. Mais ça, j'ai fait la démarche. Vous avez fait une démarche déjà ? Oui. Auprès de qui ? Alors, c'est avec mon médecin déjà, j'en ai parlé. Votre médecin généraliste ? Oui. D'accord. Et qui suit Maëlie aussi, ma fille. Oui. Et par contre, elle m'a envoyé au CCAS, c'est ça? Non, pas CCAS, CPAM, je sais plus trop comment ça s'appelle. CMPP? CMPP, voilà, excusez-moi. Oui. Donc, mais par contre, j'ai appelé et on m'a dit, écoutez, c'était une aide-soignante, infirmière. Une infirmière, certainement. Voilà, oui. Une infirmière. Donc, ça m'a complètement déplu et j'ai pas été parce que... Vous auriez préféré un psychologue. Un psychologue. Voilà, oui. Oui, parce que bon, après... Oui, parce qu'il n'y avait pas de place, certainement. Avant, je ne sais pas du tout. Moi, du moment qu'elle m'a dit, elle est infirmière... ça m'a complètement... oui, vous auriez préféré voir... Et est-ce que vous ne pourriez pas... vous avez sécurité sociale et mutuelle ? Oui. Oui. Vous pourriez peut-être demander... dans la ville où vous êtes, il y a des psychiatres, psychothérapeutes ? Psychiatre, vous dites ? Ah oui, mais psychiatre, je vous dis ça parce que psychiatre, ça veut dire qu'il est médecin. Donc vous pouvez être remboursé, alors que psychologue, il n'est pas médecin. Voilà, donc vous ne pouvez pas être remboursé. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça n'a rien à voir. Je vous dis psychiatre, non pas parce que psychiatre, c'est par rapport au fait que vous pouvez être remboursé. Un psychologue, c'est ce qui m'a expliqué, vous ne pouvez pas être, n'étant pas médecin, vous ne pouvez pas être remboursé. C'est la distinction. C'est vrai, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'à ce moment-là, vous pourriez aller voir un médecin psychiatre, psychothérapeute. C'est-à-dire que c'est pas avec qui vous pourriez parler, comme vous le feriez avec un psychologue. Ça n'a rien à voir avec la folie, ce que vous me racontez. On est bien d'accord. Oui. Les médecins psychiatres font des psychothérapies aussi. D'accord. D'accord. Mais il faudrait que vous... Est-ce que vous pouvez faire l'avance des frais ? Oui, ça, il y a possibilité. Alors à ce moment-là, demandez peut-être à votre médecin généraliste s'il peut vous recommander les coordonnées d'un médecin psychiatre. D'accord. Oui, c'est ce que je vais faire. Et même ça ira plus vite au niveau des rendez-vous, je pense. Oh oui, parce que c'est vraiment une situation d'urgence. J'entends bien. Oui, que vous n'êtes pas bien et que vous vous en voulez beaucoup. Donc il ne faut pas rester dans cette situation. Ça va
vous vous sentez mal et vous vous en voulez. Oui, voilà. Donc il faut vraiment aller en parler. C'est ce que pour vous et pour votre petite fille. Oui, surtout, ouais, pour nous deux. Mais suite à la relation avec le père, ça aussi, hein, comme je vous ai dit au départ, j'angoisse énormément. Mais normalement, si ce serait une relation, vous savez, vraiment tranquille, stable, je devrais pas, mais c'est pas le cas actuellement. Donc, mais vous pourrez parler de la relation aussi avec son père, hein, avec le père de votre petite fille, et puis parler de ce que vous vivez avec votre petite fille, qui vous angoisse terriblement. Parce que derrière cela, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Oui. Hein, c'est ce qui fait qu'à un moment, vous n'arrivez plus à contrôler. Vous êtes ces caprices, vous comme vous les appelez, qui ne sont pas véritablement, vous perdez pied. Donc vous vous laissez un peu submerger et après vous vous en voulez terriblement. Donc il faut sortir de ce cercle-là. Et puis votre petite fille va grandir aussi, hein, Marine. Donc vous pourrez lui parler. Elle va être moins comme ça dans l'opposition. D'autant plus que, c'est-à-dire que elle va être d'autant moins dans l'opposition si aussi vous adoptez un autre comportement vis-à-vis d'elle. D'où l'intérêt d'aller parler de tout cela. Hein voilà. Donc, voyez avec votre médecin généraliste qui vous donne les coordonnées d'un médecin. Hein vous avez bien fait d'en parler en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vous en prie, Marine. Vraiment. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez me rappeler pour me donner de vos nouvelles, et je serai heureuse d'en avoir, vraiment. Oh, c'est gentil, il n'y a pas de problème, j'appellerai, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt alors. À bientôt Caroline, merci beaucoup. Au revoir Marine. Au revoir. Beaucoup de réactions au témoignage de Marine, notamment par rapport à la prise en charge du CMP. Frédéric nous a appelé au 39 21 mais ne souhaitait pas témoigner à l'antenne. Donc Frédéric, alors elle c'était un CMP, centre médico-psychologique, puisque c'est pour les adultes. Donc dit ça passe toujours par un entretien avec des infirmières qui rendent compte au psychiatre. C'est un travail d'équipe. Son mari appelle les infirmières tous les jours s'il le veut. Oui, c'est aussi parce qu'il y a saturation, hein, souvent au niveau des rendez-vous, et que c'est plus compliqué d'avoir des rendez-vous avec le psychiatre. Il y a Véronique qui dit on peut demander un rendez-vous avec le psychiatre du CMPP, centre médico-psycho pédagogique, ça c'est pour les enfants. C'est lui ensuite qui détermine la thérapie à adopter ou le soutien à apporter. Véronique qui ajoute, ils sont super ces centres, on ne raconte pas évidemment sa vie au téléphone quand on prend rendez-vous, et ensuite lors du rendez-vous avec le psychiatre, il y a un échange. Mais là apparemment, on proposait un rendez-vous avec une infirmière à Marine. Peut-être que cela aurait débouché après sur un rendez-vous avec le psychiatre. Ce que nous disait Marine, c'est qu'elle ressentait une urgence. Il faut en tenir compte aussi. Hein. On sentait l'urgence dans sa demande. C'est pour ça que, à ce moment-là, quand il y a une demande et qu'on sent l'urgence dans la demande, j'ai parlé du demande en libéral. Véronique, toujours, qui dit un enfant demande de la sécurité, de la sérénité, même tout petit, il sent tout. Donc il faut savoir en tant que femme, en tant que mère, se mettre en sécurité, éviter de se mettre en danger. Quand on a besoin d'un père adulte, ce n'est pas facile d'en trouver un, mais il faut travailler pour accepter d'être une femme, un individu, et d'être dans une certaine solitude face à la vie. Un enfant, à chaque étape de son développement, demande beaucoup aux parents présents. Et quand on n'est pas rassuré, on est d'autant moins apte à rester calme face à l'immense demande d'un enfant. Un enfant, ça fatigue, ça demande beaucoup. Il conviendrait de vous épargner des charges supplémentaires, comme celle de devoir vous occuper du père de votre fille, alors que c'est vous qui avez besoin de soutien et de réconfort. Il faudra apprendre à lâcher prise, ce n'est pas facile, mais vous pouvez vous faire aider. Il y a des gens très bien dans ces centres, donc Véronique parle des CMPP. C'est bien d'être consciente et d'en parler. Il vous faut de l'aide et non pas des charges supplémentaires. Bon courage à vous, dit Véronique. On va maintenant accueillir Sylvie. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Sylvie. Merci de prendre mon appel. Je suis une fidèle auditrice
Merci et même d'Europe 1 depuis plus de 50 ans. Voilà, je connais tout. Oh là là, voilà. oui, en effet. De la date de Salut les copains, voilà. Oui, bon. oui, vraiment. Vous êtes une enfant d'Europe 1. Ah alors. oui, puis j'ai tout suivi, je connais tout, même oui la nuit. Oui. Voilà, donc j'apprécie beaucoup votre émission. Et moi je vous appelais, c'était un petit peu, j'ai un mari qui a la maladie, c'est la maladie de Lévy, c'est apparenté à l'Alzheimer, c'est à peu près pareil. Ils disent Lévy parce qu'il y a des hallucinations, des phobies, mais je crois qu'Alzheimer aussi. Moi je l'ai gardé un peu plus de 2 ans, avec des hauts, des bas, mais ça s'est toujours à peu près passé normalement. Et puis il y avait beaucoup de chutes. Je n'arrivais plus à le relever. Lui, il a 80 ans, moi j'en ai 70, donc j'ai dû l'hospitaliser. En plus, il venait de faire un AVC. Donc voilà, c'était un peu du séjour à l'hôpital que je voulais parler parce que je suis vraiment très choquée de voir un petit peu la façon dont ces personnes sont prises en charge, quoi. C'est-à-dire que déjà les médecins, il avait un médecin, il l'a toujours, mon Dieu, heureusement, un gériatre qui l'a bien suivi depuis plus de 2 ans, qui a toujours fait très attention au traitement, écoutant, voyant comment il réagissait, tout cela. Et malheureusement, à l'hôpital, on chamboule tout, on ne s'occupe pas spécialement du malade, je pense, parce que c'est très compliqué avec cette maladie, mettant des neuroleptiques à la place d'autres, alors que normalement il n'en faut pas parce que ça booste la maladie. Ça accentue les symptômes. Oui. Voilà, bref. Donc, j'ai toujours eu à me battre un petit peu déjà contre cela. Dernièrement, ils avaient triplé la dose de neuroleptique. J'ai fait un courrier à son médecin qui le suivait. Et donc il a dit, je le reprends en charge parce qu'il fait partie de l'hôpital aussi. Il a remis un peu le traitement qu'il avait fait. Je lui ai demandé s'il pouvait augmenter les calmants parce que, il devient un petit peu agressif. Alors, à l'hôpital, ça passe très mal. Et ce qui me choque vraiment beaucoup, c'est qu'il il les attache, dans les fauteuils, dans les lits. Et alors je sais que c'est un peu certainement pour se couvrir, pour éviter les chutes. Mon mari en fait toujours là-bas. Mais franchement, moi, ça me choque. J'y vais à midi pour l'aider à manger. J'y vais le soir. L'après-midi, j'ai une petite qui le sort un petit peu. Et ce soir, je l'avais bien tranquillement. Il était couché, il était tranquille, il dormait et tout. Puis j'avais oublié de lui apporter son petit truc pour le lendemain matin. Donc comme je ne suis pas loin de l'hôpital, je suis revenue. Et là, branle-bas de combat, il était tout réveillé, c'était en train de l'attacher. Et je leur ai dit, écoutez, c'est quand même pas un repris de justice. Moi, ça me choque et je voulais savoir un petit peu si c'était une pratique courante, si les personnes qui avaient eu affaire à des services un petit peu semblables. Il n'est pas dans un centre Alzheimer, il est dans à l'hôpital, mais dans un service de convalescence, quoi. D'accord. Mais malheureusement, il ne va certainement pas tarder. J'ai fait un peu le tour, j'ai vu des unités et tout pour lui. Mais je ne comprends pas bien ces pratiques. Il n'y a pas beaucoup d'humanité, il n'y a pas beaucoup de... c'est froid, il n'y a pas de communication. Vous en avez parlé avec l'équipe vous savez, la première fois, je l'ai repris parce qu'il lui avait enlevé ses antidépresseurs. Malheureusement, mon mari, depuis des années, il fonctionne comme ça. C'est pas de ma faute, il est comme ça. Il en avait besoin. Deuxième jour dans le service, allez hop, on lui enlève. Donc, il se tapait la tête contre les murs, il se donnait des coups de poing sur la tête. Je suis allée voir le toubib en lui disant, et qui me dit, il le faisait bien avant. Je lui dis, non, ça, je suis désolée, il ne le faisait absolument pas. Et je pense que quand avec ces médicaments-là, on le fait très doucement, voyant comment le malade réagit. Enfin, je sais pas. Je suis vraiment choquée par beaucoup de choses. Et alors... lorsque j'ai dit à ce médecin que je lui ai dit mais remettez-lui ses antidépresseurs et tout, il me dit écoutez, ça ne vous convient pas, vous reprenez votre mari, il faut vous faire soigner. Voilà, Vous j'ai 70 ans. C'est la réponse 80. qui vous a été faite. Ah, tout à fait. Textuel, D'ailleurs, je l'ai dit à... Oui, c'est cinglant, Pardon. C'est cinglant, c'est vraiment... c'est violent, c'est agressif, en tout cas, comme réponse. C'est très agressif, alors qu'il aurait pu dire, on va essayer, on va en remettre, on va peut-être pas tout remettre, on va...
Je sais pas, je comprends. Mais on sait que en plus pour l'entourage, pour la famille, c'est assez compliqué déjà. C'est compliqué à vivre et puis ça plonge la famille dans un grand désarroi. Donc ce qui vous fait souffrir, on voit bien d'ailleurs, vous n'êtes pas vindicative dans votre façon là d'en parler. C'est plus vous souffrez, ce qui vous fait souffrir au-delà de tout ce que vous notez. Vous souffrez de ce manque de communication avec l'équipe finalement, parce que même quand l'exemple que vous donnez du fait que votre mari est sanglé, vous avez ajouté tout de suite en disant en même temps il fait de nombreuses chutes. Alors donc, alors je sais qu'il se couvre, ça je le comprends. Voilà. Mais c'est pour ça qu'avant-hier, j'ai demandé à son médecin qui l'a repris en charge et tout. Bon, il lui a remis son traitement un petit peu différent, mais bien, il n'y a plus de neuroleptiques, il lui a remis les calmants qui lui convenaient. Et je lui ai dit, écoutez, puisque c'est vrai qu'il brassait un petit peu, parce que ils avaient triplé la dose de neuroleptiques en 24 heures. Alors, il a été vraiment violent. Il ne faut pas randonner, c'est noté dans toutes les revues, les professeurs, j'ai entendu des choses à la radio Europe 1 qui le disaient bien et tout. Bon, c'est compliqué cette maladie et il ne faut pas donner n'importe quoi. Bon, bref. Mais c'est vrai qu'il a eu un épisode compliqué là depuis 8-10 jours et j'ai demandé donc au médecin, je lui ai dit écoutez, le calmant qu'il avait, donnez-lui un petit peu la dose au-dessus pour qu'il se calme, oui. Et puis qu'il ennuie moins l'équipe et tout ça. Donc c'est ce qu'il a fait, mais ça n'a pas empêché qu'il l'attache quand même. Alors moi ça m'ennuie, à midi j'arrive pour le faire manger, il est sanglé sur son fauteuil. Encore si c'était un peu lâche, mais à midi c'était vraiment très serré. Oui. Cet après-midi ça a été. Moi je l'ai couché, il a beaucoup dormi, donc. Mais ce soir, je me dis, mince, il dormait bien, il était tranquille. 3/4 d'heure après, elle est à la lumière, on l'attache, puis en parlant de les jeunes là qui parlent de leurs histoires et tout, sans s'occuper du malade, on dirait une marchandise. Moi, ça me choque. Oui, c'est ça. C'est la façon dont c'est fait aussi. Voilà. Et ça, moi, je voudrais savoir. C'est ça. C'est-à-dire que oui, un peu comme un objet. Il était sanglé et comme un. J'allais dire même pas comme un. Vous dites même pas. C'est même pas un animal, c'est une marchandise. Non, parce que j'ai un petit chien, et je l'attacherai même pas. Oui. Alors je comprends. Bref. Mais franchement. Oui, alors vous étiez présent et vous étiez présente. Oui, parce que j'avais oublié. Bon, moi je l'avais laissé. C'était donc on peut se demander si vous n'étiez pas présente. Oui. Comme moi, j'aide même. En fin de compte, j'aide un peu l'équipe parce que je m'en occupe, je le fais manger. Je ne les dérange pas. Je suis dans la chambre, je m'occupe de mon mari. Point. Et je lui amène bêtement un petit pain au lait tous les matins. Je lui donne la veille, je lui mets sur sa table et je l'avais oublié. Je dis je suis à côté de l'hôpital, je vais lui ramener vite. Et voilà, c'était tout chamboulé, quoi. On va, avant d'accueillir Maggie, puisque vous avez demandé est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent un peu le système. Maggie est avec nous et je la remercie au 3921. C'est vrai que j'ai vu un article où on parlait de la situation de l'hôpital dans son ensemble. Bon, c'est pas qui va mal. Qui va très mal, où il y a où les médecins, où on parlait, beaucoup de médecins vont eux-mêmes mal. Il y a eu un rapport qui a été fait disant qu'ils croulent sous le poids des charges administratives, où il y a un manque de personnel considérable, qui crée soit ils sont conscients des difficultés qui créent dans certains services, pas dans tous, parce que le pire côtoie le meilleur, il faut bien dire ce qui est. C'est-à-dire qu'il y a des services où vraiment il y a des gens des gestes, plein d'attention, plein d'humanité, et puis parfois des choses où il y a beaucoup de déshumanisation, parce que c'est ça aussi dont vous nous parlez. C'est-à-dire ces personnes qui rentrent dans la chambre, qui sanglent votre mari, tout en parlant de toute autre chose, de leurs histoires, où il n'y a plus d'humanité. Il n'y a pas un petit mot gentil. Je comprends qu'ils ne puissent pas rester un quart d'heure, mais une minute, quand là, ils étaient en train de l'attacher, un petit mot gentil, c'est quand même... C'est ça, on fait des gestes mécaniques. Alors, à la décharge il y a trop de charge de travail, puis j'essaie
si vous voulez, il y a des services où ça fonctionne. Choses, ça, je sais. Et malheureusement, je comprends il y a des services où ça dysfonctionne complètement, quoi. Oui, mais on va accueillir Maggie parce que Maggie, je crois, est infirmière. Bonsoir Maggie. D'accord. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous êtes mon rayon de lune. Il y a bien longtemps que je vous écoute et vous m'avez beaucoup aidé lorsque j'ai perdu mon mari sur le travail de deuil. Déjà ça, je voulais le dire. Et d'autre part, entendant cette dame au sujet de son époux, il est vrai que les démences à corps de Lévy sont autre chose que l'Alzheimer. Et que c'est vrai que le personnel est toujours en nombre restreint, que pour agents de service, nous avons quelquefois des CAE, c'est-à-dire des gens à contrat, les nouveaux termes, au bout de 3 ans, on serait obligé de les engager, mais donc on ne les engage pas définitivement. Ce sont des gens qui sont là et elles savent pertinemment qu'elles sont de passage, qui n'ont quelquefois jamais vu une personne nue ni une personne souillée avant d'arriver dans le service, qui n'ont même pas 24 heures de formation sur l'hygiène nécessaire et indispensable aux personnes. C'est quelquefois effrayant de travailler dans ces états d'esprit. On n'est pas soutenu non plus par nos chefs de service, par nos... Ça, je le pense, oui. Tout à fait. C'est assez désastreux la mentalité qu'il y a aujourd'hui. C'est terrible, hein. Terrible. Cette hiérarchie pesante qui est absente. Oui. Qui n'est jamais dans les services. Et si votre époux est attaché, vous demandez s'il y a eu une prescription médicale. Voilà, c'est ce que ce soir, je leur ai dit, j'aurais dit, écoutez, faites attention, l'attachez pas parce trop. Parce que c'est de la maltraitance. Et puis, je leur dis, écoutez, ce n'est pas un repris de justice. Tout à fait. Elle m'a dit, c'est une prescription médicale. Alors, comme il y a 3 médecins, je dis, qui l'a donnée ? Et bon, là, elles me l'ont pas dit, donc mais je le saurai demain, je me renseignerai, parce que je peux discuter quand même. Vous avez le droit de demander à voir l'ordonnance qui a prescrit. D'accord. Bah oui, de toute manière, je me doute, mais bon... Tout à fait. Mais ça, je l'accepte difficilement. J'avoue que ça, vraiment... C'est vraiment très dur. Et je me dis, c'est pas possible. Mon mari, il a fait 25 ans de mairie pour... la collectivité, il a fait plein, on est allé au Resto du Cœur, et puis pour finir attaché dans un lit. Franchement, tout à fait. C'est effectivement très, très douloureux de voir on parle quelquefois de maltraitance, je ne vais pas dire de maltraitance, faut pas exagérer. Oui, mais c'est une forme, oui. C'est une forme de maltraitance. Si, on peut en parler, oui. Il faut employer les mots. Restez avec nous, Maggie, mais ça suscite votre témoignage, suscite beaucoup de réactions. Hein. Sylvie, on va accueillir également Christa. Bonsoir, Christa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis infirmière depuis 1975 et ça fait 20 ans que je travaille auprès des personnes âgées ayant des troubles cognitifs. D'accord. Et je sais que c'est très compliqué pour vous, ça je l'admets. Hein. C'est pour ça que je fais la part des choses aussi, mais bon. Moi, en tout cas, dans l'hôpital dans lequel je travaille, dont je tairai le nom par Non, bien sûr, je ne vais pas donner le mien non plus. Je veux dire, tout ce qui est troubles cognitifs, déambulation, tout ce qui peut être cri, etc., et d'abord est rapporté dans les trans ciblées, donc dans des transmissions bien précises qui sont lues par les médecins. Et après, les décisions pour les mettre sous traitement ou pour les attacher ne sont que des décisions collégiales, c'est-à-dire entre la famille, le médecin et les infirmières. Bah oui, moi je trouve qu'on pourrait quand même nous demander. Mais moi, dans l'hôpital où je travaille, c'est toujours fait comme ça. Et il ne me viendrait pas à l'esprit sauf une fois en cas de secours, parce qu'il y a... il est tombé 3 fois, il saigne, etc. Là, on va mettre les barrières. Mais sinon, mais les barrières, ça ne me choque pas. Les barrières, ça ne me choque pas. Non, des fois, on est aussi obligé de maintenir au fauteuil les gens qui veulent se lever. C'est vrai qu'ils peuvent tomber, j'avoue, mais qu'ils ne les serrent quand même pas trop, quoi. À cet âge-là, les causes de fracture du fémur, etc., sont quand même
très importante et ensuite très invalidante. Invalidante, Après, oui, avec des complications qui peuvent suivre. Bien sûr, oui, non, qui mais peuvent je comprends. marcher. Et donc voilà, après... Et c'est aussi le manque de communication. Je comprends pas qu'on ne nous dise rien que... C'est ce qui était dit dans cet article. C'est les familles souffraient, les familles des patients souffraient beaucoup de cela, cette absence de communication avec l'équipe médicale. On a l'impression que nous sommes là, mais bon, nous sommes des pions, pareil. En tout cas, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai quelqu'un en fin de vie, quelqu'un qui a un état de santé qui a changé, je n'ai pas le droit de dire les diagnostics, parce que ça c'est une déontologie. Mais je vais voir les familles quand elles se présentent, et je leur dis, voilà, est-ce que vous avez vu le médecin, est-ce que le médecin vous a appelé? Ceci dit, à contrepartie, et je ne veux pas, non, que de fois nous recevons des familles qui sont alors vraiment malveillantes à notre égard et qui nous disent mais telle et telle chose aurait dû être faite et pourquoi c'est pas fait. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas non plus des magiciennes. Bien sûr. Et que des fois les décisions elles sont prises sur 3 jours. Donc, mais vous disiez au Standard d'ailleurs que vous-même vous souffrez souvent de ne pas pouvoir soigner les patients comme vous voudriez le faire. C'est compliqué. Que moi j'en ai pour en unité de soins de longue durée en hospitalisation, j'en ai 40. Voilà. Et j'ai 3 aides-soignantes. Et vous avez quoi? 40. 3 aides-soignants? 40 et 3 aides-soignantes. 3 aides-soignantes pour 26, moi j'en ai 40, donc l'étage au-dessus, elle a une aide-soignante pour 13. Oui, là c'est 2 pour 40 aides-soignantes. Voilà, donc mais ça, je veux dire, c'est pas les hôpitaux qui déterminent, c'est ce que nous accorde la DAS, la Sécurité sociale, le Conseil régional. Mais oui, tout à fait. Ça vient de là, je veux dire... oui, bien sûr, ça c'est certain, c'est une politique plus globale, on est bien d'accord. On va accueillir, je vous remercie beaucoup de ces témoignages. Il y a beaucoup de réactions. C'est dommage, on a Annette qui est aide-soignante, il y a France. Votre témoignage là, arrive en fin d'émission, Sylvie, parce que c'est dommage, il y a plein de réactions. Je voudrais qu'on accueille France également. Bonsoir France. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire à votre auditrice que je connais bien la maladie des corps de Lévy parce que j'ai un proche qui en est atteint, qui a 87 ans, qui est à l'hôpital. Bon, je sais que cette maladie donne des hallucinations, donne des choses un petit peu terribles, mais l'expérience que j'en ai, il est dans un service de neurologie et il n'est pas attaché, il a un lit avec des barrières, certes. Oui, non, mais ça me choque pas, moi, les barrières. Bon, et je pense qu'il faut voir avec l'équipe médicale, il faut demain, négocier un petit peu avec les médecins et peut-être faire intervenir le médecin généraliste si elle en a. Je vais faire intervenir le médecin qui le suit, c'est un gériatre, qui est à l'hôpital aussi, mais il est un peu en porte-à-faux parce que je crois qu'il est chef de service. Les 2 autres médecins sont peut-être un peu sous ses ordres, je ne sais pas bien. Et bon, je pense qu'il n'ose pas trop. Mais enfin, moi, un jour, j'ai quand même fait un courrier pour bien expliquer. Et bon, voilà. Oui. En tout cas, si vous voulez m'appeler, j'ai laissé mon numéro au standard. Donc, je pourrais vous en parler plus longuement parce que j'ai pratiqué cette maladie depuis de longs mois. Ah oui, j'aimerais bien. Je connais. J'aimerais bien. Et justement, j'ai pris rendez-vous avec un neurologue, mais en accord avec le médecin, parce que je me suis dit, s'il doit retourner dans un service, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Je pense qu'avec une ordonnance d'un neurologue, peut-être qu'il éviterait de changer un peu aussi des médicaments, de faire un peu n'importe. Est-ce que je peux vous demander s'il est dans un service de neurologie ou pas? Pas du tout, parce que là, il a fait un AVC. Oui. Donc il est allé déjà en cardio et ensuite il est allé en médecine et après convalescence. Oui. Et il est en un service convalescence, mais je vais vous dire, 99% des personnes ont 80 ans et plus et mais problème aussi, certaines à ce moment-là, vous pouvez, hors antenne, on va vous mettre en relation parce que c'est important, effectivement, un service peut-être plus spécialisé. Mais on a Annette qui est avec nous. Bon, ça va être très court puisqu'on arrive à la fin de l'émission, mais elle est aide-soignante et j'aimerais bien avoir aussi le point de vue d'une aide-soignante. Bonsoir Annette. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je vais essayer d'être brève. Et oui, parce qu'on n'a plus qu'une minute, même pas.
Voilà, parce que moi, je voudrais dire à madame, dont j'ai oublié le prénom. Sylvie. Oui, vous m'entendez ? Sylvie, oui. Donc, j'ai vécu la situation dans l'autre sens. J'étais aide-soignante. Oui. D'accord. Et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes âgées, Alzheimer notamment. Et en fait, moi-même, j'ai été heurtée par la non-humanité des soignants, de certains terrible. soignants. Oui, attention, de certains, je ne dis pas, non, tout à fait. Donc moi, mon conseil, si cet emplacement, si cet endroit n'est pas humain, changez d'endroit. Il y a d'autres endroits. Je suis en train de faire. Je suis en train de chercher. Plus sympathique. Plus humain en fait. Ah oui. Vous voyez, là, parce que ça dépend aussi des endroits, je veux dire, parce que si c'est un endroit où il y a manque de personnel, ou si malheureusement dans ce service il y a des personnes qui ne sont justement pas ces personnes qui font ça avec le cœur, quoi, en fait, parce que bon, vous voyez, vous allez peut-être pour trouver quelque part ailleurs un endroit où il y aura une meilleure prise en charge humaine. Merci beaucoup. En tout cas, peut-être hors antenne, on peut vous mettre en relation avec Sylvie, France et Annette. Merci beaucoup. Ne raccrochez pas, on va vous mettre hors antenne. Merci parce que vous vous rejoignez dans les témoignages. C'est important, c'est cette qualité de vie.